Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu le rôle du pôle C de la DETS dans tout ce qui est contrôle, un petit peu de réglementation et aussi, surtout, les contrôles que l'on peut faire sur tout ce qui est l'affichage des produits et les substances interdites. Donc, le pôle C de la DETS veille au respect des règles de la concurrence, de la protection économique des consommateurs, ainsi que la loyauté des produits. Ah, je suis trop petite. Oui, voilà. Attendez, je vais le baisser. Ainsi que la loyauté des produits et de la sécurité des produits alimentaires. On contrôle l'application de la réglementation relative à la composition des produits de tout type, que ce soit alimentaire ou industriel, et à tous les niveaux, production, importation et distribution. Et on contrôle aussi que l'information aux consommateurs soit bien faite. On s'assure que les produits achetés par les consommateurs soient conformes à la réglementation en vigueur. Donc, on procède à des contrôles visant à vérifier la présence de perturbateurs endocriniens dans de nombreux produits de consommation courante, périculture, jouets, emballages et revêtements de canettes. Donc, ces contrôles, en fait, sont faits. On a des plans de contrôle annuels. Donc, je sais pas on a des plans de contrôle annuels sur tout ce qui est produit commercialisé. Donc, les contrôles sont faits aussi bien à l'importation, à la distribution. Et ces plans de contrôle sont déterminés en fonction des risques et des études faites. Et on va cibler un type de produit et une substance. On ne peut pas faire des contrôles sur toutes les substances et tous les produits. Donc, tous les ans, on varie. Donc, l'obligation d'information des consommateurs sur la présence des perturbateurs endocriniens, elle est prévue par la loi AGEC. Et l'article 13 de cette loi crée l'article L5232-5 du Code de la santé publique, qui impose à tout metteur sur le marché qui contienne des perturbateurs endocriniens avérés, présumés ou suspectés, de mettre à la disposition du public toutes les informations permettant de les identifier. Qui est concerné par cette obligation? Donc, les metteurs sur le marché sont des producteurs, des fabricants, des importateurs ou des introducteurs. Les importateurs sont ceux qui mettent sur le marché français des produits provenant des pays tiers. Les introducteurs sont ceux qui mettent sur le marché français des produits provenant de la Communauté européenne. À la différence que dans les DOM, au niveau fiscal, tout ce qui rentre sur le territoire est considéré comme une importation. Voilà, c'est la petite différence. Qui sont les produits concernés? Tous les produits, alimentaires et non alimentaires, dès lors que la concentration de perturbateurs endocriniens est supérieure à 0,1% en pourcentage massique, soit dans le produit, soit dans son emballage. La notion de perturbateur endocrinien avéré, présumé ou suspecté figure dans un arrêté de 28 septembre 2023 qui fixe la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne. Cette liste est prévue au grand 1 et grand 2 de l'article L5232-5 du Code de la santé publique. Les perturbateurs endocriniens sont des substances chimiques ou des mélanges de substances chimiques étrangères à l'organisme, d'origine naturelle ou artificielle, qui modifient la production des hormones ou interfèrent avec leur fonctionnement. L'arrêté du 28 septembre 2023 précité prévoit, dans un grand 1, les tableaux A et B, qui donnent la liste des substances qui ont été qualifiées de perturbateurs endocriniens. Dans le grand 2, ça concerne les substances suspectées, les tableaux B et B bis. Et dans ce grand 2 de l'article L532, on prévoit aussi des produits qui présentent un risque d'exposition particulier. Les tableaux B et B bis et les produits qui présentent des risques particuliers ne sont pas encore remplis. Donc cette liste est évolutive en fait. Pour l'instant, ce ne sont que les substances qui ont été évaluées qui sont dans cette liste. Et elle va évoluer au fur et à mesure que les substances vont être évaluées. À ce titre, l'ANSES a créé une liste de 906 substances, dont la chlordécone qui est à l'entrée 153, qui vont être évaluées. Alors, c'est vrai que c'est un processus qui est long, parce qu'une évaluation de substance, c'est un processus très long, et au fur et à mesure des évaluations, elles seront réintégrées dans la liste de cet article. La chlordécone n'est pas inscrite dans les listes pour l'instant, donc c'est ce que je viens de vous expliquer, elle n'est pas encore évaluée, donc elle n'est pas concernée par l'obligation d'information si elle est contenue dans un produit, puisque pour l'instant, elle n'a pas été classifiée de perturbateur endocrinien.
En revanche, si elle n'est pas dans cette liste, elle est quand même considérée comme un POP, qui est un polluant organique persistant. La réglementation des POP est prévue par un règlement, c'est le règlement 2019/1021 du 20 juin 2019, et ce règlement interdit la présence de chlordécone dans les produits. Donc elle n'est pas encore classifiée en perturbateur endocrinien, mais elle est contrôlée au titre des POP. Ce règlement, donc l'article 3 de ce règlement POP interdit la mise sur le marché des produits qui contiennent les POP qui sont listés dans son annexe, sous réserve de dérogation, mais qui sont minimes. Donc, j'en reviens aux obligations d'étiquetage prévues pour les perturbateurs endocriniens. Donc, tout metteur sur le marché, que ce soit un producteur, fabricant, un importateur ou un introducteur, qui met sur le marché des produits contenant des perturbateurs endocriniens, doivent mettre à disposition des consommateurs, du public, par voie électronique, les informations concernant ce perturbateur endocrinien, ou alors sur l'application ScanCat-Chem. En effet, la réglementation ne prévoit pas d'étiquetage sur le produit en lui-même. La mise à disposition de ces informations s'applique au produit lui-même et à l'emballage, qu'il soit primaire ou secondaire. En fait, sur l'information, on doit pouvoir dire que la substance est présente ou dans le produit ou dans l'emballage. Toutes les informations doivent être données. On ne se contente pas du produit, on prend aussi l'emballage et les informations doivent dire telle substance est dans tel emballage ou la substance est dans le produit. Donc en fait, maintenant qu'on a vu la réglementation et un peu le cadre dans lequel vont s'organiser nos contrôles, je vais vous parler des contrôles que fait la DGCCRF et le pôle C de la DGCCRF, de la DETS. Donc en fait, on ne contrôle que les substances qui ont été évaluées, qui font partie d'une réglementation, et il n'y a pas qu'une réglementation. Il y a la réglementation REACH, la réglementation CLP sur l'étiquetage des produits, et par type de produit, on va avoir une réglementation différente. Je vous ai dit que dans les POP, la chlordécone était interdite dans les produits. Donc, le pôle C va faire des contrôles que sur les substances qui sont prises en compte dans une réglementation, donc déjà évaluées, prises en compte dans une réglementation, qui ont été soit interdites dans un type de produit, soit autorisées à un seuil maximum de concentration. À titre d'exemple, on fait beaucoup de contrôles sur les matières de contact alimentaires, des denrées alimentaires. Tous les ans, il y a un plan de contrôle sur ces produits. Donc une année, on va cibler les produits avec de la céramique. Une autre année, on va cibler les boîtes cartons, par exemple des pizzas, où on a retrouvé des phtalates. Surtout les cartons en recyclé. Voilà, donc ça va être par thème et tous les ans, on va appuyer sur un type de contrôle. Donc, on fait des contrôles là-dessus, des contrôles sur les jouets où on va rechercher le phtalate, les différents phtalates, excusez-moi, le bisphénol A, qui est interdit maintenant. On va cibler aussi tout ce qui est revêtement des conserves à l'intérieur pour le bisphénol, les articles de puériculture, les cosmétiques, où on va rechercher les produits interdits dans les cosmétiques, puisque les cosmétiques ont une réglementation particulière. C'est pour ça que c'est un peu complexe, parce qu'il y a des substances qui, une fois qu'elles sont évaluées, on va les interdire dans les cosmétiques. Elles peuvent être autorisées là, pas là, et on va faire des plans de contrôle avec ces différentes réglementations. Alors, avec des plans de contrôle, des prélèvements, suivant les résultats des prélèvements, on va continuer dans ce type de produit. Lorsque on s'aperçoit que c'est stabilisé, on va faire sur un autre type de produit. Et tous les ans, ce sont des plans de contrôle annuels. Les jouets, il y a des prélèvements tous les ans. L'année dernière, il y a eu 700 et quelques produits d'analyser. Le taux de non-conformité est stable, c'est à peu près autour de 15%. Donc ça peut être des non-conformités avec un dépassement de seuil, ou ça peut être une non-conformité d'étiquetage. Donc quand je vous parle de non-conformité, c'est pas seulement au niveau des seuils qui ne sont pas respectés. Ça peut être l'étiquetage où il manque des mentions, où les substances ne sont pas inscrites. En fait, on contrôle tout type de produits, donc c'est un petit peu difficile. J'essaie de trouver des exemples de ce qu'on peut faire. Donc depuis 2024, ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que depuis janvier 2024, le pôle C n'est plus compétent pour tout ce qui est sécurité sanitaire des produits. Cette compétence a été transférée à la DGAL, donc la DAF en Martinique.
on ne s'occupe que des produits industriels, suivant des plans suivant des plans de contrôle, et on ne va ne rechercher que les perturbateurs endocriniens ou que les substances, en général toutes les substances qui sont interdites ou où il y a un seuil maximum dans les produits autorisés. Comment? Si, c'est la DAF qui fait des contrôles. Alors, jusqu'en 2024, il y avait des contrôles sur... donc, le POLC faisait jusqu'en janvier 2024 des contrôles sur le chlordécone. Cette compétence a été transférée à la DAF. Sur les denrées alimentaires, c'est un peu différent pour le chlordécone, puisqu'il n'est pas encore classé perturbateur endocrinien, mais il y a une LMR, ce qu'on appelle une limite maximum résiduelle. Donc cette LMR a été fixée par rapport à la VTR, donc la valeur toxique de référence, au-delà de laquelle on estime qu'il y a un danger enfin si on consomme au-delà de cette référence, il y a un danger pour la santé humaine. Donc la LMR a été fixée en considérant, en partant de l'hypothèse que toutes les denrées consommées dans la journée va être au taux maximum autorisé, pour calculer que ça ne dépasse pas la valeur toxique de référence. En Martinique, Guadeloupe, Guyane, pour toutes les denrées consommées et produites dans les Antilles, la LMR a été fixée à 0,20 microgrammes par kilo. 0,20 microgrammes par kilo. Voilà, donc jusqu'en 2024, c'est le POLC qui faisait des plans de contrôle. Il y avait des prélèvements, je crois que c'était autour d'une centaine de prélèvements par an, aussi bien sur les produits locaux que sur les produits importés. Cette compétence a été transférée à la DAF. Donc c'est elle qui maintenant organise ses plans de contrôle au niveau de l'alimentation. Nous, le POLC ne s'occupe plus que des produits industriels. Et les suites des contrôles aussi, donc lorsque dans un produit industriel, par exemple l'année dernière, alors ce n'est pas c'est pour une substance qui est encore en cours d'évaluation au niveau du perturbateur endocrinien, mais qui est interdite dans les cosmétiques, c'est la D4. Lors d'un prélèvement, on a eu un résultat positif. Donc le produit il y a un arrêté de suspension de commercialisation, retrait-rappel du produit. Lorsque on s'aperçoit que les analyses donnent ça. Ensuite, il y a des contrôles aussi au niveau documentaire et étiquetage. La réglementation aussi a évolué au niveau du règlement CLP. C'est classification, enfin c'est pour l'étiquetage des substances dangereuses en fait, et des mélanges. Donc la substance dangereuse, c'est la substance pure. Le mélange, ça va être les détergents, ça va être tous les produits qui sont fabriqués et commercialisés. Et ce CLP, c'est tout ce qui est pictogramme. Quand vous retournez votre baril de lessive, par exemple, vous avez des pictogrammes avec danger et des phrases de risque et des conseils de prudence. Donc cette réglementation a évolué. Il n'y avait pas donc pour les substances en 2025 et pour les produits en 2026, donc là on y est, où il n'y avait pas encore de phrase d'avertissement pour les perturbateurs endocriniens, et maintenant il y a une phrase d'avertissement. Il n'y a pas de pictogramme, mais il y a une phrase contient ou peut contenir, voilà. Et ça aussi, nous le contrôlons. En fait, le champ de contrôle est très très vaste. On va contrôler donc ça, si l'étiquetage est bien fait, on va faire des plans de prélèvement pour vérifier qu'effectivement, une fois que l'étiquetage a été vérifié, si les produits en contiennent. Comme je vous ai dit, les cartons de pizza recyclés, on s'est aperçu qu'il y avait eu pas mal de phtalate dedans. On fait des plans de contrôle sur les jouets, sur les cosmétiques, sur tout type de produits. Voilà. Je vous remercie, Madame Fernandez, pour votre intervention. Et on va proposer à la salle quelques questions si vous avez des interrogations. J'en ai une, moi. Oui. Les plans de contrôle que vous allez effectuer, en fait, sont décidés au national, ou est-ce que vous avez une forme de liberté en local pour pouvoir interpeller sur une situation? Les deux. En fait, les plans de contrôle sont décidés au national, mais avant qu'ils soient décidés, nous faisons remonter nos propres problématiques et elles sont prises en compte dans les plans. Merci.
j'en ai discuté déjà avec vous, mais je pose peut-être la question que plusieurs se posent. On parle beaucoup des microplastiques qui sont résiduels dans les bouteilles. Est-ce qu'il y a une possibilité de contrôle? Et on parle également des revêtements anti-adhésifs, les perfluorés, qui sont également des perturbateurs endocriniens. Est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'au niveau de la diète, de demander l'étiquetage de ces produits à revêtements anti-adhésifs? Alors, en fait, au niveau de la DETS, on ne peut pas demander cet étiquetage. C'est des réglementations qui sont prises au niveau européen, puis retranscrites en droit national, ou pas retranscrites si c'est un règlement ou une directive. Pour l'instant, ces substances sont encore à l'étude. L'étude n'est pas terminée. Donc, tant que l'étude n'est pas terminée, ils ne rentreront pas dans la réglementation. Et lorsqu'il y a une étude d'une substance, l'évaluation va être faite sur plusieurs points. Donc, elle peut être terminée sur un autre point et pas encore terminée sur les perturbateurs endocriniens. Donc, pour l'instant, on en parle beaucoup. Je pense que ça va pas tarder à arriver, mais pour l'instant, c'est pas encore retranscrit dans la réglementation puisque les études ne sont pas encore terminées au niveau des perturbateurs endocriniens. Et les microplastiques, donc nous faisons des contrôles sur les bouteilles en plastique. Donc déjà, il y a au niveau de l'étiquetage, il doit y avoir des consignes de stockage. On va vérifier chez les distributeurs, déjà chez les producteurs, si l'étiquetage est bien fait. Dans les distributeurs, on va vérifier les conditions de stockage pour voir si les bouteilles ne sont pas laissées sur le quai, en plein soleil ou dans des mauvaises conditions qui vont favoriser cette migration. Pour l'instant, les contrôles sont là, puisqu'on connaît, les risques ont été identifiés. Il y a eu une réglementation qui a été prise à partir de risques identifiés en demandant de l'étiquetage et en demandant à ce que les distributeurs respectent ces consignes de stockage. C'est surtout au niveau du stockage que ça peut se passer. Si les produits sont stockés dans de mauvaises conditions, ça va favoriser la migration. Et au niveau des matériaux de contact alimentaires, l'année dernière, nous avons fait des prélèvements sur tout ce qui est... on a dû faire... au niveau local, je parle, pas au niveau national. On a fait 4 ou 5 prélèvements sur des emballages plastiques. Et on a recherché les phtalates et les résultats ont été conformes. Et ces contrôles sont faits autant sur les produits sur place que sur les produits importés. On essaye de faire les deux. Oui, parce que c'est une vraie préoccupation quand on voit l'eau de coco qui est servie dans des bouteilles en plastique, comme le jus de canne également. Et nous sommes dans un pays tropical, c'est sûr qu'il y a une information au moins, parce que c'est difficile de servir l'eau de coco dans des bouteilles en verre. Hein. Ouais. Il y a une information au moins pour que ce soit conservé au frais. Oui, et j'allais dire, quand c'est des bouteilles neuves, il y a moins de risques de migration, puisque c'est des bouteilles. Mais souvent, c'est des bouteilles qui ont servi, qui ont été recyclées, et c'est là où il y a le plus de risques, puisque en fait, si le produit vieillit, à fur et à mesure du vieillissement du produit, il y aura plus de risques de migration. Alors, à ce niveau-là, voilà, quand je vous disais que nous, au niveau de la DETS, on ne peut pas intervenir sur la réglementation, c'est pas nous qui faisons la réglementation, nous l'appliquons. Mais au niveau de l'information, ça, c'est possible. L'information des risques et de ce qui est de la réglementation, nous pouvons faire, mais on ne peut pas créer une réglementation, nous. On applique une réglementation existante. Oui, je vous passerai la parole aussi. Merci. J'ai entendu que le chlordécone ne fait donc pas partie de la liste des perturbateurs endocriniens. Non. Encore. Encore. Alors, il a quand même été introduit en 1972 en Martinique. J'aimerais savoir à quel moment ça peut être envisagé, combien de temps il faut, ça fait 50 ans, combien de temps il faut pour un tel perturbateur endocrinien qui perturbe sur plusieurs générations, dans combien de temps on peut espérer avoir enfin cette inscription et combien de temps prennent les études? Alors, je peux pas m'avancer sur un délai, puisque j'allais vous répondre quand elle sera évaluée à ce niveau-là. Par contre, elle a été évaluée au niveau d'autres risques et elle est interdite dans certains produits au niveau des polluants organiques persistants. Donc, si elle est interdite à ce titre-là, elle ne se retrouvera pas en tant que perturbateur endocrinien. Mais elle n'est pas encore évaluée pour ce risque-là. Elle est évaluée pour d'autres risques. Donc, c'est tout le problème
il y a une stratégie, la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui a été mise en place en 2019 avec plusieurs étapes. On en est à l'étape 3. La première étape, on avait essayé de faire de l'information, de la formation et de commencer un petit peu à faire des listes pour voir les substances qui devraient être évaluées. Donc c'est à ce titre-là que l'ANSES avait fait une liste de 906 substances, où la chlordécone est à l'entrée 153. Alors je ne sais pas si c'est toujours l'ordre chronologique qui est suivi, ça je ne sais pas, c'est parce que je ne fais pas les évaluations. Mais elle est interdite pour d'autres choses. Il y a la LMR pour les produits alimentaires, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, que tous les produits alimentaires qui sont mis sur le marché ne doivent pas dépasser une LMR en tant que chlordécone. Elle est interdite en tant que polluant persistant. Donc voilà. Mais tout dépend de la rapidité de l'évaluation. Alors c'est vrai qu'avec la deuxième phase de cette stratégie nationale sur les PE, les évaluations se sont un peu, le délai s'est restreint. Ensuite, il y a une modification du règlement REACH qui régit toutes les substances chimiques en fait. C'est vraiment la bible des produits chimiques qui jusqu'à présent imposait une évaluation produit par produit. Il y a une modification qui avait été envisagée qui devait être faite en 2022 puis en 2023. Je pense qu'elle va bientôt arriver, elle n'est pas encore arrivée. Et là, ça serait par famille de produits et ça gagnerait beaucoup, beaucoup de temps pour les évaluations. Et à titre d'exemple, jusqu'à présent, on était à... il y a encore 1400 substances à évaluer, à peu près, connues, substances connues. Après, il y en a qui se rajoutent. Mais de substances connues à évaluer, on a à peu près chiffré à 1400. Jusqu'à présent, les évaluations, c'était entre 10 et 18 par an. L'année dernière, il y en a quand même eu 30. Donc, ça progresse. Mais voilà. Mais après, je ne peux pas vous donner un délai. Je ne vais pas vous dire... voilà. Et c'est important, je rebondis sur ta remarque, Véronique, parce que si cette substance était classée perturbateur endocrinien, les LMR ne pourraient plus être justifiées, aucune pertinence. Et là, ça ouvre des débats autres. Quel est l'intérêt à classer, à faire des études, à financer des études qui pourraient prouver que cette substance est un perturbateur endocrinien, sachant les conséquences que ça aurait sur toute la législation et notamment l'autorisation de LMR? Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que les bouteilles en plastique neuves ne constituent pas de... moins de problèmes. Et les bouteilles neuves, justement, qu'on stocke au soleil, sur les parkings, qui chauffent, et même dans les transports, j'ai déjà vu ça, dans camions, des palettes de bouteilles en plastique pour l'eau, pour le soda, pour toute autre chose, et en plein soleil en train de chauffer et de se dégrader par rapport à ça. Et le plus souvent, c'est distribué dans les supermarchés après pour les gens justement qui le consomment sans le savoir. Et c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai annoncé que nous faisions des contrôles. On fait des contrôles au niveau de l'étiquetage et ensuite chez les distributeurs au niveau du stockage. Voilà. Donc c'est vrai que effectivement, une bouteille neuve présente moins de risques si tout est respecté, si l'information est donnée, si les conditions de stockage sont respectées. Et on fait des contrôles à ce niveau-là. Les contrôles sont faits à ce niveau-là. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Lorsqu'on fait des contrôles, on en trouve sur les quais qui chauffent. Donc là, il y a les suites appropriées sont données, mais voilà. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup là-dessus, sur l'information et les contrôles, on peut les faire qu'au niveau du respect des conditions d'utilisation des produits, pour qu'ils restent sans risque. Je prends une dernière question. Alors, tout d'abord, merci pour votre présentation. Alors moi, du coup, on parle un peu de l'eau, des microplastiques et notamment du contrôle qui est fait dessus. Et en fait, on a eu une problématique qui s'est levée sur la différence entre les eaux de source et les eaux dites potables et traitées. Et je voulais savoir finalement, est-ce qu'il y avait un risque supplémentaire sur ces eaux dites potables par traitement, enfin rendues potables par traitement, par rapport finalement à nos eaux de source, sachant que quelque part nos eaux de source seraient potentiellement aussi contaminées par du chlordécone. Donc finalement, qu'est-ce qu'on devrait consommer?
ce domaine-là est de la compétence de l'ARS, qui eux font des contrôles sur les eaux. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'ils font des contrôles autant sur les eaux de source, au captage, à la production, que sur l'eau rendue potable. Donc il y a des contrôles qui sont faits sur les deux. Donc après, c'est un choix personnel, mais c'est l'ARS qui effectue ce style de contrôle. Donc je ne pourrais pas vous renseigner sur les contrôles qui sont faits, mais je sais qu'ils sont faits. Madame Fernandez, je vous remercie pour votre intervention.